La parole d'un pilote est loi à 10 000 mètres d'altitude. Son autorité est absolue, ses décisions incontestables. Mais que se passe-t-il lorsque cette autorité est alimentée par un préjugé brut et laid? Que se passe-t-il lorsqu'un vétéran décoré, le commandant Richard Moreau d'Air France Horizon, regarde une jeune fille de 17 ans et voit non pas une passagère, mais une menace? Il a refusé de voler. Il a tracé une ligne dans le sable, confiant dans son pouvoir. Il ne savait pas que la discrète adolescente noire assise au siège 12 bytes, Amara Diallo, n'était pas une passagère ordinaire. Elle détenait un secret, une connexion si puissante qu'en quelques minutes, elle n'allait pas seulement défier son autorité. Elle allait clouer au sol son monde entier. Voici l'histoire de comment la dignité tranquille d'une jeune fille a renversé un empire d'arrogance. L'air dans la passerelle d'embarquement du terminal 2 de l'aéroport Charles de Gaulle était vicié, un mélange familier de climatisation recyclée et de la légère odeur métallique de kérosène. C'était l'odeur du transit, des espaces temporaires entre les lieux. Pour Amara Diallo, 17 ans, c'était l'odeur de l'anonymat. Et elle la savourait, vêtue d'un simple sweat à capuche gris, d'un jean sombre et avec une paire d'écouteurs Bose bien usés autour du cou. Elle se fondait parfaitement dans le flot de passagers qui affluait dans le ventre de l'Airbus A321. Elle n'était qu'un visage parmi la foule, une adolescente en route vers Marseille, et c'était exactement ce qu'elle voulait. Son billet, réservé sous le simple nom Diallo, était pour le siège 12 bytes, un siège du milieu. Cela ne la dérangeait pas. Son père adoptif, Laurent, lui avait proposé de réserver en première classe, mais elle avait refusé. « J'ai besoin de voir les choses comme tout le monde les voit, papa », avait-elle expliqué au téléphone. Pas de traitement spécial. C'est tout le but. Laurent Delacroix. Un homme dont le nom était un murmure dans les couloirs de la finance et un coup de tonnerre dans les salles de conseil, était récemment devenu l'actionnaire majoritaire d'Air France Horizon. L'acquisition avait été hostile, rapide et brutale. Il avait vu une compagnie aérienne historique pourrir de l'intérieur par l'inefficacité et, plus alarmant encore, par une culture de mépris envers les clients. Son plan était de la reconstruire de fond en comble. Et le voyage d'Amara était la première étape secrète, un audit de terrain. Elle était ses yeux et ses oreilles, chargée d'observer tout, de la propreté des toilettes au moral de l'équipage de cabine. Alors qu'elle trouvait son rang, elle adressa un petit sourire poli à la femme près du hublot et à l'homme côté couloir, se glissant devant eux jusqu'à sa place désignée. Elle attacha sa ceinture de sécurité, sortit un roman de poche et s'installa. La symphonie prévol commença, le cliquetis des coffres à bagages, le murmure d'une centaine de conversations, les carillons enjoués et légèrement tendus du bouton d'appel des hôtesses. Dans le cockpit, l'atmosphère était nettement différente. Le commandant Richard Moreau effectuait ses vérifications pré-vol avec une efficacité pratiquée, presque blasée, qui venait de 25 ans de vol. Moreau était un pilote de l'ancienne école. Il avait les tempes argentées, une mâchoire qui semblait perpétuellement figée dans une expression de légère désapprobation, et la conviction qu'il était le dernier bastion de la vraie autorité. Dans un monde de plus en plus mou, il voyait les nouvelles initiatives, le client est roi, et les séminaires de formation à la diversité comme des insultes à sa profession. Son copilote, l'officier pilote Marc Dubois, avait 32 ans, la moitié de l'âge de Moreau, et 10 fois plus anxieux. Il respectait les compétences techniques de Moreau, mais était souvent troublé par le ressentiment qui couvait chez son commandant. Les derniers retardataires embarquent maintenant, dit Marc, jetant un coup d'œil au petit moniteur qui montrait la caméra de la passerelle. On devrait pouvoir repousser à l'heure. Moreau grogna sans lever les yeux de sa checklist. Voyons s'ils peuvent gérer ça. Cette génération pense qu'à l'heure est une suggestion. Il parapha un formulaire sur son clipboard d'un geste vif et colérique. À mon époque, on respectait les horaires. On respectait l'autorité. Sophie Blanc, l'hôtesse en chef, était à l'avant de la cabine, son sourire étant une masterclass de chaleur professionnelle. Elle travaillait pour Air France Horizon depuis une décennie et avait vu sa part de pilote difficile, mais le commandant Moreau était dans une catégorie à part. Elle avait appris à le gérer avec un mélange soigneusement dosé de déférence et d'évitement stratégique. Alors que le dernier passager embarquait, Sophie commença son décompte. Elle marcha dans l'allée, ses yeux scannant chaque rangée. Elle remarqua la jeune fille aux 12 bytes, absorbée dans son livre. Il y avait une intensité tranquille en elle, une immobilité qui ressortait au milieu du chaos du voyage. Sophie offrit un sourire chaleureux en passant. La jeune fille leva les yeux, ses yeux brillants et intelligents, et rendit un petit sourire sincère, juste au moment où Sophie allait signaler à l'agent d'embarquement que la cabine était sécurisée. La voix du commandant Moreau crépita sur l'interphone. « Sophie, un mot. »« Je vous écoute, commandant, » répondit-elle, la voix professionnelle. Pas au téléphone. Ici, maintenant. La ligne se coupa net. Sophie soupira, le sourire plastique tombant momentanément.
Elle échangea un regard avec une autre hôtesse qui leva subtilement les yeux au ciel. Tout le monde savait ce qu'une convocation de Moreau signifiait. Elle parcourut la longueur de l'allée jusqu'au cockpit. La lourde porte blindée était légèrement entr'ouverte. Commandant, dit-elle en passant la tête. Moreau ne se retourna pas. Il fixait le même moniteur de cabine que Marc regardait plus tôt, qui montrait maintenant un flux en direct des passagers. Son doigt était pressé contre l'écran, tapotant l'image d'une jeune femme en sweat à capuche gris. Siège 12 bytes, dit-il, sa voix basse et dure. Qui est-elle? Sophie fut prise au dépourvu. C'est une passagère, commandant. Son nom est Diallo, je crois. La carte d'embarquement a été vérifiée. Tout est en ordre. Moreau se retourna finalement, ses yeux bleus froids comme des éclats de glace. Elle a fait des gestes nerveux, regardez autour d'elle. Je l'ai observée sur le moniteur. Elle a l'air nerveuse, suspecte. Marc Dubois, le copilote, bougea inconfortablement dans son siège. Il avait regardé le même moniteur. La jeune fille avait regardé autour d'elle quand elle s'était assise pour la première fois, comme le fait chaque passager. Elle ne faisait pas de gestes nerveux. Elle tournait les pages de son livre. Sophie savait que c'était une fabrication. Commandant, avec tout le respect que je vous dois, elle lit simplement. Elle me semble parfaitement calme. Le regard de Moreau se durcit. Votre travail est de servir les boissons, Sophie. Mon travail est d'évaluer les menaces et je vous dis que je ne suis pas à l'aise avec cette passagère à bord de mon avion. L'implication pendait épaisse et empoisonnée dans le petit cockpit. Il ne parlait pas seulement de son comportement. Amara Diallo était l'une des rares passagères noires dans la cabine principale. La suspicion de Moreau était une excuse à peine voilée. Un sifflet de chien que Sophie avait entendu de sa part auparavant dans des tons feutrés et des commentaires amers, mais jamais aussi ouvertement. Jamais dirigé avec une intention aussi claire. Commandant, il n'y a aucune raison. Absolument aucune raison de la pointer du doigt, dit Sophie. Sa voix baissant mais gagnant un ton ferme et acéré. Je ne ferai pas partie de cela. Vous n'avez pas à l'être, claqua Moreau, son visage rougissant. Il détacha son harnais d'un clic décisif. Parce que nous n'irons nulle part jusqu'à ce qu'elle descende de cet avion. Il se leva, son imposante stature remplissant le cockpit exigu, et passa devant Sophie dans la cabine. La ligne de bataille venait d'être tracée, et chaque passager du vol Air France Horizon 821 vers Marseille était maintenant assis directement dessus. Développement Amara Diallo leva les yeux de son livre. Une lueur de confusion dans ses yeux alors que la silhouette imposante du commandant s'arrêtait directement devant sa rangée. L'anonymat tranquille qu'elle avait chéri était sur le point d'être violemment brisé. La cabine, qui bourdonnait du ronronnement bas de l'anticipation, tomba dans un silence confus. Un pilote émergeant du cockpit n'était pas inhabituel, mais un qui le faisait avec un visage comme un nuage d'orage, marchant dans l'allée avec une intention sinistre, était un signal que quelque chose n'allait pas. Le commandant Moreau s'arrêta à la rangée 12. Ses chaussures noires polies touchant presque les pieds du passager côté couloir. Il ignora les deux hommes de chaque côté d'Amara, son attention verrouillée uniquement sur elle. Son ombre tomba sur les pages de son roman. Mademoiselle, dit-il, le mot lâché avec une morsure condescendante habituellement réservée à un enfant qu'on réprimande. Je vais avoir besoin que vous veniez avec moi. Amara abaissa lentement son livre. Elle prit un moment pour traiter la situation, son expression passant d'une légère surprise à une neutralité prudente. Elle retira ses écouteurs, les laissant reposer sur ses épaules. Y a-t-il un problème, commandant? Demanda-t-elle, sa voix calme et égale. C'est ce que nous allons déterminer, répondit brusquement Moreau. Descendez de l'avion maintenant. L'homme côté couloir, un homme d'affaires en costume impeccable, regarda de Moreau à Amara, son agacement palpable. Et qu'est-ce qui se passe? On essaie de décoller ici. Moreau lui lança un regard venimeux. Je suis le commandant de cet appareil, monsieur. Je vais gérer cela. Mademoiselle, allons-y. Il fit un geste impassible de la tête vers l'avant de l'avion. Amara ne bougea pas. Elle croisa son regard directement et pour la première fois Moreau vit non pas l'adolescente nerveuse qu'il avait imaginée, mais une jeune femme d'un sang-froid formidable. Commandant, dit-elle. Se voit toujours calme mais portant maintenant un poids qui fit se pencher les passagers proches pour écouter. Vous n'avez pas donné de raison à cette demande. Suis-je en train d'être retiré de ce vol? On vous demande de débarquer pour un contrôle de sécurité, mentit Moreau, sa voix montant en volume. Il était habitué à une obéissance immédiate et sans question. Cette résistance tranquille l'enrageait. Votre comportement a été jugé suspect. Un petit ricanement s'échappa d'un passager de la rangée 11. Le mot suspect résonna dans la cabine maintenant silencieuse. Tout le monde avait vu Amara. Elle était montée à bord, s'était assise et avait ouvert un livre. La seule chose suspecte à son sujet, il semblait à beaucoup, était la couleur de sa peau. Sophie Blanc avait suivi Moreau dans l'allée. Elle s'avança, se plaçant légèrement entre le commandant et l'adolescente assise.
Commandant Moreau, dit-elle, sa voix un murmure bas et urge. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous n'avez aucun motif. J'ai tous les motifs, tonna-t-il, se tournant vers elle. Ça s'appelle mon autorité en tant que commandant de bord. Maintenant écartez-vous ou je vous ferai sanctionner pour insubordination. La menace était réelle. Un rapport d'un commandant senior pouvait être un coup fatal pour une carrière. Mais Sophie vit le visage d'Amara, calme et résolu, et elle vit celui de Moreau déformé par une colère laide et irrationnelle. Elle tint bon. Vous devrez me passer sur le corps alors, dit Sophie, sa voix n'étant plus un murmure. Elle était claire et forte. Parce que je ne resterai pas là à vous regarder harceler une passagère. La cabine éclata en murmures. Dame téléphone commençait à apparaître, les petites lumières rouges d'enregistrement clignotant comme des lucioles dans la lumière tamisée. Marc Dubois. Le copilote regardait toute la scène se dérouler sur le moniteur du cockpit. L'estomac retourné. Il savait que ce que Moreau faisait était mal. C'était un abus de pouvoir flagrant, un acte de préjugé évident. Chaque instinct lui criait d'intervenir, de prendre l'interphone et de contremander son commandant, mais la peur le maintenait en place. Moreau était une légende dans la compagnie, un homme avec des amis haut placés. Le contredire, c'était connaître un suicide professionnel. Alors Marc resta juste assis là, témoin silencieux et honteux. De retour à la rangée 12, Amara commença lentement à détacher sa ceinture de sécurité. Elle ne se rendait pas. Elle prenait le contrôle. Elle se leva, une silhouette élancée qui semblait néanmoins commander l'espace autour d'elle. Elle était de plusieurs centimètres plus petite que Moreau, mais elle le regarda directement dans les yeux, son regard inébranlable. « Bien, dit-elle. Parlons de mon comportement suspect. Dites-moi exactement ce que j'ai fait. » Elle fit un geste vers les passagers autour d'elle. « Dites-nous à tout quelle menace j'ai représenté en lisant un roman. » Son défi resta suspendu dans l'air, tranchant et indéniable. Moreau était coincé. Il s'était attendu à des larmes, à de la peur, à un retrait rapide et silencieux. Il ne s'était pas attendu à cette défiance articulée et intrépide. Son excuse fabriquée s'effritait sous le moindre examen. Il se rabattit sur sa seule défense restante, l'autorité brute. « Je n'ai pas à me justifier devant vous, cracha-t-il, son visage à quelques centimètres du sien. Vous êtes un risque de sécurité dans mon avion. Vous descendez volontairement de cet appareil ou je fais intervenir la police aux frontières pour vous traîner dehors. C'est votre choix. » La menace était laide et publique. L'homme d'affaires côté couloir, qui avait initialement été agacé par le retard, regardait maintenant Moreau avec dégoût. « Pour l'amour de Dieu, monsieur, c'est une gamine avec un livre. Laissez-la tranquille. Ça ne vous concerne pas, » rugit Moreau, son sang-froid complètement brisé. Il pointa un doigt tremblant vers Amara. « Dehors maintenant. » C'est alors que Brigitte, l'agent d'embarquement, apparut à la porte de la cabine, son visage un masque d'anxiété. « Commandant, nous avons un problème. Le repoussage est retardé. Quelle est la situation ? » Moreau se retourna, la voyant comme un instrument de sa volonté. « La situation est que je retire une passagère. Faites venir la sécurité. Qu'il me rejoigne à la porte. » Amara regarda au-delà du visage enragé de Moreau, au-delà de la posture protectrice de Sophie, vers l'agent d'embarquement. Elle fit un seul pas délibéré dans l'allée. Elle n'allait pas vers la sortie. Elle revendiquait le territoire. « Mon nom est Amara Diallo, » dit-elle, sa voix portant à travers la cabine. Je suis une passagère avec un billet en règle sur ce vol, et je n'ai rien fait de mal. Ce commandant tente de me retirer de ce vol sur la base de ce que je ne peux que supposer être un préjugé personnel. Je ne débarquerai pas. Puis elle regarda directement Moreau, une lueur de quelque chose de froid et de puissant dans ses yeux. Mais je vous assure, commandant, vous ne piloterez pas cet avion aujourd'hui. C'était une déclaration de guerre. Une jeune fille de 17 ans venait de défier l'autorité absolue d'un commandant de ligne vétéran devant son équipage et 150 passagers. Pour Moreau, c'était un affront inimaginable. Pour Amara, c'était simplement la conséquence d'une ligne franchie. Et dans sa poche, son téléphone était silencieux. Mais elle pouvait déjà sentir le poids rassurant du contact unique enregistré dans ses favoris, Laurent Delacroix. Le vrai pouvoir n'était pas encore entré dans la bataille, mais l'appel était sur le point d'être passé. La cabine du vol 821 devint une cocotte minute. L'air, déjà raréfié, semblait chargé d'une tension volatile. Les passagers n'étaient plus simplement agacés. Ils prenaient parti. Un jeune homme à la rangée 14 diffusait l'événement en direct, son téléphone levé haut, fournissant un commentaire chuchoté et haletant. Une femme âgée réclamait bruyamment de savoir s'ils allaient tout rater leur correspondance. L'homme d'affaires qui avait d'abord défendu Amara argumentait maintenant avec véhémence avec un autre passager qui criait « Écoutez juste le pilote et descendez de l'avion ». Au milieu de tout cela se tenait Amara, une île de calme dans une mer de chaos. Elle n'avait pas bougé de l'allée. Sa posture était détendue, mais sa présence était inamovible. Le commandant Moreau, de son côté, vibrait de rage.
La défiance publique d'Amara l'avait dépouillé de son autorité plus efficacement qu'aucune réprimande d'entreprise ne pourrait jamais le faire. Il la voyait non pas comme une personne, mais comme l'incarnation de tout ce qu'il méprisait, un défi à son ordre mondial. « Brigitte, m'avez-vous entendu » cria Moreau vers la porte de la passerelle. « Faites venir la police aux frontières ici maintenant. Je veux que cette femme soit arrêtée pour obstruction à un équipage de vol. » Brigitte, l'agent d'embarquement, était piégée. Son manuel lui dictait de suivre les ordres du commandant, mais sa conscience et les dizaines de caméras de téléphone pointées dans sa direction hurlaient le contraire. « Commandant, peut-être devrions-nous désamorcer. On peut en parler sur la passerelle. »« Le temps de parler est terminé, » tonna-t-il. C'est alors qu'Amara sortit son téléphone. Le simple geste sembla couper à travers le bruit. Tous les yeux se tournèrent vers l'appareil dans sa main. Moreau ricana. « Qui appelez-vous ? Votre avocat ? Il est trop tard pour ça. » Amara l'ignora. Elle fit défiler jusqu'à une seule entrée dans ses contacts. « Papa. » Elle appuya sur le bouton d'appel. Elle ne porta pas le téléphone à son oreille. Au lieu de cela, elle le tint dans sa paume, regardant l'écran pendant qu'il sonnait. 1 seconde. 2 secondes. Il répondit. Elle ne parla pas. Elle n'avait pas besoin. Elle inclina simplement légèrement le téléphone, permettant à son microphone de capturer l'atmosphère toxique de la cabine. Les cris continus de Moreau, les disputes des passagers, les tentatives de Sophie pour calmer la situation. Elle laissa le téléphone écouter pendant 30 secondes complètes un témoignage silencieux et accablant. Puis elle le porta à son oreille. « Salut, papa, » dit-elle, sa voix douce mais claire. « Désolée de te déranger au travail. » Une brève pause. « Oui, je suis dans l'avion, vol 821 à Roissy. » Une autre pause pendant qu'elle écoutait. « Eh bien, il y a un petit problème avec le commandant. Il s'appelle Richard Moreau. » Elle regarda directement le commandant en disant son nom, ses yeux ne montrant aucune peur. « Il refuse de voler parce qu'il dit que je suis un risque de sécurité. » Oui, c'est ce qu'il a dit. Moreau observait l'échange avec un ricanement. Il supposait qu'elle appelait son père pour se plaindre. Un geste futile. Il était la loi ici. Aucun appel téléphonique et un parent inquiet n'allait changer cela. Amara écouta encore un moment, une lueur de sourire triste sur son visage. « D'accord, je comprends. Non, je suis parfaitement en sécurité. » L'hôtesse en chef, Sophie, a été très professionnelle. Elle hocha la tête. « D'accord, j'attends. Je t'aime aussi. » Elle mit fin à l'appel et glissa le téléphone dans sa poche. L'échange entier avait pris moins d'1 minute. Elle regarda Moreau. « Mon père va passer quelques coups de fil, » dit-elle simplement. « Je suggère que nous attendions tout. » Pour Moreau, c'était le comble de l'absurdité. « Votre père ?» Il rit, un son dur et aboyant. « Votre père. Qui est votre père ? » « Le président de la République. » « Laissez-moi vous dire quelque chose, mademoiselle. Peu m'importe si votre père est le PDG de cette compagnie. Dans cet avion, je suis Dieu. » C'était une déclaration choquante d'Ubris, et ce fut la dernière erreur qu'il ferait en tant que commandant d'Air France Horizon. L'impasse se solidifia. Moreau, refusant de reculer, ordonna à tout l'équipage de rester à leur poste. Il ne volerait pas avec elle, mais il ne laisserait personne d'autre partir non plus, tenant effectivement les passagers en otage de son ego. Il se retira dans l'office, bras croisés. Fulminant alors qu'il attendait les officiers de la police aux frontières dont il était sûr qu'ils le justifieraient. Sophie Blanc resta avec Amara, lui apportant une bouteille d'eau. « Ça va » murmura-t-elle. « Je vais bien » répondit Amara, lui jetant un regard reconnaissant. « Merci d'avoir pris ma défense. Ça demandait du courage. C'est mon travail de protéger mes passagers, » dit Sophie. « De n'importe quel type de menace. » Les mots non dits, même du commandant, restèrent suspendus entre elles. Les minutes s'étirèrent en éternité. 20 minutes passèrent, puis 30. La porte de cabine resta ouverte sur la passerelle, et l'air à l'intérieur devint chaud et étouffant. Brigitte, l'agent d'embarquement, recevait sans cesse des appels frénétiques sur sa radio, son visage devenant de plus en plus pâle. Les officiers de la police aux frontières attendus n'arrivèrent jamais. Au lieu de cela, la radio de Brigitte crépita avec un message différent, venant de bien plus haut dans la chaîne de commandement. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'elle écoutait. Elle regarda de sa radio au commandant Moreau, puis à la jeune fille calme et patiente dans l'allée. Elle marcha avec hésitation vers le commandant. « Commandant Moreau, un appel pour vous de monsieur Rousseau, le directeur des opérations au siège. C'est urge. » Moreau sourit, se sentant justifié. Enfin, les hauts dirigeants appelaient pour le soutenir. Il arracha la radio de sa main. Moreau à l'appareil. La voix à l'autre bout était minuscule mais frénétique. « Richard, mais qu'est-ce qui se passe à Roissy ? J'ai tout le conseil d'administration qui m'harcèle. Juste un petit problème de sécurité, David, » dit Moreau, sa voix suintant la confiance. « Une passagère non coopérative. Je la fais retirer. »
La situation est sous mon contrôle. Il y eut une pause, puis la voix de David Rousseau revint, dépouillée de toute collégialité. Elle était froide, terrifiée. Richard, écoute-moi très, très attentivement. Qui est la passagère que tu essaies de retirer? Son nom est Diallo. Amara Diallo, une adolescente privilégiée qui pense le directeur des opérations le coupa avec un cri étranglé. Oh mon Dieu, Richard, imbécile. Tu sais qui c'est. Tu as la moindre idée de qui tu viens de provoquer. La confiance de Moreau commença à vaciller. Une petite fissure dans sa façade arrogante. C'est une passagère, David. C'est tout ce qui compte. Non, ce n'est pas tout ce qui compte, hurla Rousseau à travers la radio, sa voix se brisant de panique. Richard, tu dois présenter tes excuses à cette jeune femme immédiatement. Tu dois retourner dans ce cockpit et faire décoller cet avion. Ou que Dieu me vienne en aide, ta carrière est terminée. Moreau resta figé, la radio serrée dans sa main. Le sol se dérobait sous ses pieds. Le monde qu'il comprenait, un monde de hiérarchie et d'autorité incontestée, était en train de basculer sur son axe. Il regarda Amara, qui parlait maintenant tranquillement avec Sophie, et pour la première fois, une graine de peur véritable commença à germer dans ses entrailles. Mais avant qu'il ne puisse traiter l'ordre paniqué du directeur des opérations, avant qu'il ne puisse même commencer à formuler des excuses, il était déjà trop tard. Les dominos avaient été poussés. Et à l'autre bout du pays, dans un gratte-ciel élégant de Lyon, un homme nommé Laurent Delacroix venait de raccrocher avec son équipe juridique et composait le numéro de son nouveau directeur des opérations avec une seule directive glaçante. Le problème ne concernait plus une fille dans un avion. Il était sur le point de concerner tous les avions de la flotte d'Air France Horizon. Conclusion: le siège social d'Air France Horizon à Lyon était un monument à l'aviation moderne. Une immense carte en temps réel de la France couvrait un mur entier du centre des opérations centrales, parsemé de centaines de petites icônes en forme d'avion, chacune représentant un vol en l'air. C'était le centre névralgique d'une entreprise de plusieurs milliards d'euros. Un lieu de chaos contrôlé et prévisible. David Rousseau, le directeur des opérations, était un homme qui prospérait dans ce contrôle. Il était un maître de la logistique, un chef d'orchestre dirigeant un ballet complexe de pilotes, d'avions et de passagers à travers 3 fuseaux horaires. Mais l'appel qu'il reçut à 11h17, heure de Paris, brisa complètement ce contrôle. L'identifiant de l'appelant indiquait simplement « L. Delacroix ». Le sang de Rousseau se glaça. Laurent Delacroix, le milliardaire reclus et terriblement efficace qui venait d'acheter la compagnie, ne l'appelait jamais directement. Les communications passaient par des couches d'assistants et de vice-présidents exécutifs. Un appel direct était l'équivalent corporatif d'une alarme nucléaire. Monsieur Delacroix, dit Rousseau, sa voix trahissant un tremblement. À quoi dois-je? Tais-toi et écoute, David. La voix de Delacroix était d'un calme inquiétant, une lame de rasoir silencieuse qui promettait une coupure mortelle. J'ai ma fille au téléphone. Elle est sur le vol 821 à Roissy, assise à la porte. Son nom est Amara. Elle me dit que votre commandant, un homme nommé Richard Moreau, refuse de décoller parce qu'elle est, et je cite, un risque de sécurité. Est-ce un résumé exact de la situation? L'esprit de Rousseau s'emballa. Delacroix avait une fille. Ce n'était pas de notoriété publique. Le milliardaire était farouchement privé. Il tapa frénétiquement vol 821 dans son terminal. Le rapport d'incident de l'agent d'embarquement apparut. Litige passager. Commandant invoquant autorité pique. Sécurité demandée. Tout était là. Monsieur Delacroix, je vois le rapport. Je peux vous assurer que nous gérons, vous ne gérez rien, le coupa Delacroix, sa voix descendant encore plus bas, plus froide. Vous permettez à un employé bigou de harceler une jeune fille de 17 ans devant un avion plein de gens. Vous permettez à votre commandant d'abuser publiquement d'une cliente qui se trouve également être mon enfant. Ce n'est plus un problème de service client. David. C'est une démonstration de la pourriture d'entreprise que j'ai été embauché pour éradiquer. Rousseau transpirait maintenant, son costume sur mesure ressemblant soudain à une camisole de force. Monsieur, je suis vraiment désolé. Je vais appeler Moreau immédiatement. Je vais le faire présenter ses excuses. On fera décoller l'avion. Je m'occuperai personnellement du commandant Moreau. Il sera sévèrement réprimandé. Il y eut un long et terrible silence sur la ligne. Sur le mur des opérations, l'icône du vol 821 clignotait innocemment à Paris. Non, David, dit finalement Laurent Delacroix. Vous ne le ferez pas. Monsieur, l'emploi du commandant Moreau est résilié, avec effet immédiat. C'est la première étape, mais ce n'est pas suffisant. Une réprimande n'est pas suffisante. Dames, excuses ne sont pas suffisantes. Je n'ai pas acheté cette compagnie pour tailler les haies. Je l'ai achetée pour brûler la maladie. Aujourd'hui, nous pratiquons la chirurgie. Monsieur, que me demandez-vous de faire? Murmura Rousseau, sachant déjà que la réponse serait quelque chose d'inimaginable. Je veux que vous clouiez la flotte au sol.
Les mots ne s'enregistrèrent pas d'abord. Pardon, monsieur? Cloué. Le vol? Non, David, la voix de Delacroix était maintenant totalement dénuée d'émotion. La voix du pouvoir pur et inattaquable. Clouer la flotte. Tous les avions d'Air France Horizon au sol ou en l'air. Je veux que chaque vol en France reçoive une directive. Si vous êtes au sol, vous ne décollez pas. Si vous êtes en l'air, vous atterrissez à l'aéroport approprié le plus proche. Avec effet immédiat. Pas d'exception. David Rousseau sentit le monde se dérober sous lui. Monsieur Delacroix, respectueusement, c'est impossible. Ce sont des centaines de vols, des dizaines de milliers de passagers. Cela coûtera des dizaines de millions d'euros. Le cauchemar logistique, les médias. Ce sera catastrophique. La catastrophe s'est déjà produite, David. Elle s'est produite à la rangée 12 de votre vol à Roissy. Le coût de cette action a une erreur d'arrondi comparé au coût de permettre à cette culture de persister. Vous avez 2 minutes pour donner l'ordre. Si je n'ai pas de confirmation que l'ordre a été donné dans 2 minutes, j'appelle le conseil et je vous fais remplacer par quelqu'un qui le fera. Le chronomètre tourne. La ligne se coupa. Rousseau fixa son téléphone, sa main tremblante. Il regarda la carte géante sur le mur, les centaines de petits avions traçant leur route à travers le ciel. On lui demandait de débrancher tout le système, d'arrêter le cœur de la compagnie. C'était de la folie. C'était un suicide d'entreprise. Mais l'alternative, défier Laurent Delacroix, était un suicide personnel. Il savait que Delacroix ne bluffait pas. D'une main tremblante, il appuya sur le bouton rouge de sa console, celui réservé aux urgences nationales comme une attaque terroriste. Le sol des opérations, qui avait été une ruche d'activité calme, tomba silencieux. Chaque contrôleur et répartiteur se tourna pour le regarder. Ici Rousseau, dit-il dans le microphone de commandement qui diffusait dans tout le centre. Par ordre exécutif du président, émettez une immobilisation au sol de niveau 1 pour toute la flotte. Je répète, tous les vols Air France Horizon doivent être cloués au sol avec effet immédiat. Tous les appareils en vol doivent dérouter et atterrir. Ce n'est pas un exercice. La panique éclata. Dame crie de quoi? Et vous êtes sérieux? Remplir la salle. Le contrôleur de trafic aérien principal arracha son casque. David, vous ne pouvez pas. On a des avions au-dessus des Alpes. On a des avions en finale vers Nice. Vous avez vos ordres, rugit Rousseau, sa propre panique se transformant en colère désespérée. Exécutez-les maintenant. De retour sur le vol 821, l'atmosphère était devenue un jeu d'attente bizarre. Le commandant Moreau fulminait toujours dans l'office, refusant de reconnaître l'ordre paniqué de Rousseau à la radio, convaincu que c'était un bluff. Il attendait que la sécurité arrive et prouve qu'il avait raison. Amara était de retour à son siège, le livre de poche ouvert sur ses genoux, bien qu'elle ne lisait pas. Elle écoutait les sons de l'aéroport dehors, en attente. Puis un nouveau son commença. Le ping reconnaissable des alertes de messages textes. Un téléphone, puis un autre, puis 5, puis des dizaines. Les passagers regardaient leur téléphone avec des expressions perplexes. L'homme côté couloir à côté d'Amara Alta. Ma femme, elle est sur un vol vers Lyon, dit-il à personne en particulier. Elle vient de m'envoyer un texto. Son avion fait demi-tour et atterrit à Bordeaux. Une femme de l'autre côté de l'allée leva les yeux de son écran, son visage pâle. Mon vol vers Marseille, il vient d'être annulé. Il demande à tout le monde de débarquer. Les murmures se transformèrent en rugissements de confusion. Les alertes d'information commencèrent à clignoter sur les écrans. Air France Horizon cloue toute sa flotte française au sol. Chaos dans les aéroports. Les vols Air France Horizon sont interrompus dans tout le pays. Le commandant Moreau émergea finalement de l'office. Son visage un masque d'incrédulité. Qu'est-ce que c'est que ces absurdités? Demanda-t-il. Ce fut Brigitte, l'agent d'embarquement, qui porta le coup final. Elle monta dans l'avion, tenant sa tablette fournie par la compagnie, sa main tremblant si violemment qu'elle pouvait à peine la tenir stable. Elle ne regarda pas Moreau. Elle regarda Amara avec une expression nouvellement née de pure admiration stupéfaite. Commandant Moreau, dit-elle, sa voix tremblante. C'est terminé. Ils ont tout cloué au sol. Chaque avion. Elle leva finalement son regard vers le commandant. L'ordre vient du bureau du président. Ils ont dit que la raison de l'immobilisation était une défaillance catastrophique de la culture d'entreprise ayant pour origine le vol 821. Moreau la fixa. Puis ses yeux se tournèrent vers Amara, l'adolescente tranquille en sweat à capuche, les filles avec le téléphone, celle qui avait appelé son père. Le ricanement, l'arrogance, la fureur vertueuse, tout s'évapora de son visage, remplacé par une horreur naissante et écœurante. Il comprit finalement. Il n'avait pas provoqué une passagère. Il avait provoqué l'homme qui possédait le ciel dans lequel il volait. Et à ce moment, il sut avec une certitude glaçante qu'il était déjà un fantôme. Il ne s'assiérait plus jamais dans le siège de commandant d'un avion de ligne. Le dieu du vol
821 venait d'être terrassé par un pouvoir qu'il ne pouvait même pas comprendre. L'ordre de clouer toute la flotte Air France Horizon au sol se répandit à travers la nation comme une onde de choc. Au début, il fut accueilli avec incrédulité. Les centres de contrôle du trafic aérien de Brest à Toulouse furent inondés d'appels confus de pilotes d'Air France Horizon. Confirmé dernière directive. Avez-vous dit clouer la flotte au sol? La réponse était toujours la même. Affirmatif, Air France 889. Dérouté vers l'aéroport approprié le plus proche. Accusé réception. Le chaos éclata dans les aéroports de tout le pays. À Marseille, principal hub d'Air France Horizon, 27 avions attendant en file pour le décollage coupèrent soudainement leur moteur, créant un embouteillage qui prendrait des jours à dénouer. À Nice, les passagers d'un vol complet vers la Corse se virent dire de débarquer sans explication, leurs vacances de rêve s'évaporant sur le tarmac. À Paris Charles de Gaulle, les terminaux d'Air France Horizon devinrent un vortex d'enfants hurlants, de voyageurs d'affaires furieux et d'agents d'embarquement dépassés qui ne pouvaient offrir qu'un impuissant « nous attendons plus d'informations ». Le coût financier et logistique était stupéfiant. Chaque minute où la flotte était au sol, Air France Horizon perdait des centaines de milliers d'euros en carburant, frais d'escale, salaires d'équipage et coûts de réservation. L'action, qui avait grimpé après l'acquisition de Laurent Delacroix, commença à chuter dans les échanges après bourse alors que la nouvelle de l'arrêt sans précédent atteignit la bourse de Paris. La frénésie médiatique fut instantanée. Dames hélicoptères de presse survolaient Roissy, leurs caméras zoomant sur le seul avion immobile au centre de tout. Le vol 821. À bord de ce vol, les passagers n'étaient plus seulement des participants. Ils étaient des témoins de l'histoire. Ils regardaient les alertes d'information sur leur téléphone confirmant ce qui se passait. Leur drame localisé était devenu une crise nationale. Leur regard se tournait constamment vers Amara Diallo, qui était maintenant assise tranquillement près du hublot. Les sièges couloirs et milieu à côté d'elle vides alors que les gens lui donnaient un large et respectueux espace. Elle n'était plus juste une fille qui avait été lésée. Elle était la cause, l'épicentre du séisme. Le commandant Richard Moreau était un homme vidé. La couleur avait quitté son visage, laissant derrière elle une pâleur grisâtre. Il se tenait dans l'allée, la tablette avec l'alerte d'information toujours serrée dans sa main, ses jointures blanches. Son monde entier, construit sur une fondation d'ancienneté, d'autorité et de supériorité perçue, avait été démoli en moins d'une heure par une adolescente tranquille et son père. La sécurité d'entreprise, pas la police aux frontières qu'il avait demandé, arriva finalement. C'étaient deux hommes en costume impeccable, leurs visages sinistres et professionnels. Ils contournèrent les passagers et l'équipage, marchant directement vers Moreau. Commandant Moreau, dit l'agent principal, un homme nommé Peterson, sa voix basse et dépourvue de toute chaleur. Nous avons besoin que vous veniez avec nous. Veuillez récupérer vos effets personnels du cockpit. Moreau ne répondit pas. Il semblait être en état de choc. Votre sac de vol, commandant, répéta Peterson, un peu plus fermement cette fois. Lentement, comme s'il se déplaçait sous l'eau, Moreau se retourna et marcha vers le cockpit. Sa prestance avait disparu. Ses épaules étaient affaissées. Chaque œil dans la cabine suivit sa marche lente et défaite. Marc Dubois, le copilote, se tenait juste à l'extérieur de la porte du cockpit, son visage un portrait misérable de honte et de regret. Il ne croisa pas le regard de Moreau. Moreau le dépassa sans un mot, saisit son sac et ressortit. Alors que les agents de sécurité l'escortaient vers la porte, Moreau s'arrêta une dernière fois et regarda Amara. Ses yeux étaient une tempête de confusion, de haine et d'une question désespérée et non exprimée. Pourquoi? Amara croisa son regard. Il n'y avait aucun triomphe dans son expression, aucune satisfaction, seulement une tristesse profonde et lasse. Elle fit un léger, presque imperceptible hochement de tête négatif, comme pour dire « ça n'avait pas à se passer comme ça ». Il fut escorté hors de l'avion et dans la passerelle. Un roi déchu quittant son château pour la dernière fois. Au moment où la porte siffla en se fermant derrière lui, un soupir collectif de soulagement sembla passer à travers la cabine. Une annonce retentit sur le système de sonorisation. Pas de l'équipage, mais d'un enregistrement d'entreprise standard. Mesdames et messieurs, nous nous excusons sincèrement pour cette interruption. Ce vol a été annulé. Toutes les opérations d'Air France Horizon ont été temporairement suspendues. Veuillez débarquer de manière ordonnée. Le personnel au sol vous aidera avec les réservations et l'hébergement. Alors que les passagers commençaient à sortir en file, fatigués et déconcertés, Sophie Blanc s'approcha d'Amara. Je ne sais pas quoi dire, balbutia-t-elle. Je n'ai jamais rien vu de téléphone. Amara se permit finalement un petit sourire fatigué. Vous avez été incroyable, Sophie, dit-elle, sa voix sincère. Vous étiez la seule. C'était la bonne chose à faire, répondit Sophie, bien qu'elle soit encore sous le choc. Que se passe-t-il maintenant?
Maintenant, dit Amara, regardant par le hublot les lumières clignotantes des camions de presse s'amassant sur le tarmac, la partie difficile commence. Maintenant, on répare. Quelques minutes plus tard, une voiture noire spéciale se gara directement sur le tarmac. Une violation du protocole seulement possible avec le plus haut niveau d'autorisation. Alors qu'Amara débarquait, un membre de l'équipe de sécurité personnelle de Laurent Delacroix la rencontra au bas des escaliers. Il la conduisit à la voiture, la protégeant des objectifs indiscrets des caméras de presse. Alors que la voiture s'éloignait, Amara regarda en arrière l'Airbus A321 cloué au sol. Il ressemblait à une baleine échouée, inerte et impuissant. Le nom de la compagnie, Air France Horizon, était peint en grandes lettres bleues sur sa queue. Une ironie amère. Le préjugé d'un seul homme avait mis toute la compagnie à genoux. Le démantèlement était complet. Maintenant venait le règlement de compte, et pour Richard Moreau, le karma commençait tout juste à rassembler sa force formidable. Pour Richard Moreau, la chute ne fut pas une pente douce. Ce fut une falaise. Il fut escorté par la sécurité d'entreprise vers une pièce stérile, sans fenêtre dans les bureaux administratifs d'Air France Horizon à Roissy. Il ne fut pas interrogé. Il ne fut pas débriefé. On lui tendit simplement une lettre d'une seule page par un cadre des ressources humaines au visage de pierre. La lettre était brutale dans son efficacité. Elle stipulait que son emploi chez Air France Horizon était résilié, avec effet immédiat, pour faute grave. Mise en danger de la réputation de l'entreprise et violation du code de conduite de la compagnie et des politiques anti-discrimination. Son dernier salaire serait envoyé par courrier. Son assurance maladie expirerait à minuit. La sécurité l'escorterait jusqu'à sa voiture. Il ne devait plus jamais remettre les pieds sur une propriété d'Air France Horizon. Mais ce n'était que le début. Laurent Delacroix n'était pas un homme qui croyait aux demi-mesures. Il comprenait que simplement licencier Moreau n'était pas suffisant. Moreau devait être transformé en exemple, un compte moral d'entreprise gravé dans la pierre. Le lendemain matin, Air France Horizon, sous la direction directe de l'équipe juridique de Delacroix, déposa un rapport officiel auprès de la Direction générale de l'aviation civile DGAC. Le rapport était méticuleusement détaillé, incluant des déclarations sous serment et notariées de Sophie Blanc, du copilote Marc Dubois qui, après une longue nuit d'examen de conscience, avait décidé de dire l'absolue vérité pour sauver ce qui restait de sa conscience et de sa carrière, et de plus d'une douzaine de passagers. Il incluait également des liens vers les vidéos virales de la confrontation qui avaient déjà été visionnées des millions de fois. Le rapport ne citait pas simplement un différend de service client. Il accusait formellement le commandant Moreau d'avoir créé une situation hostile et dangereuse sur son appareil par un comportement imprudent et discriminatoire. Une violation grave des réglementations de l'aviation civile française concernant les devoirs d'un commandant de bord. La DGAC lança une enquête immédiate. La licence de pilote de Moreau fut suspendue en attendant le résultat. C'était le véritable coup fatal. Un pilote licencié pouvait éventuellement trouver du travail dans une plus petite compagnie de fret moins réputée. Un pilote avec une licence suspendue ou révoquée était un paria. Il ne pouvait même pas piloter un Cessna monomoteur pour un hobby de week-end. Ses ailes avaient été coupées de façon permanente. Moreau engagea un avocat. Un homme grandiloque qui promit de riposter, de poursuivre pour licenciement abusif, de prétendre que Moreau était la victime d'une chasse aux sorcières d'entreprise. Ils tinrent une conférence de presse. Moreau, l'air hagard et défait, lut une déclaration préparée affirmant que ses actions étaient basées purement sur des préoccupations de sécurité et que l'identité de la passagère était sans pertinence. Le public n'y crut pas. Les vidéos étaient trop accablantes. Ses propres mots « Je suis Dieu dans cet avion » furent diffusés en boucle sur chaque chaîne d'information. Les médias, alimentés par l'équipe de relations publiques impitoyablement efficace de Delacroix, fouillèrent dans le passé de Moreau. Ils trouvèrent un historique de plaintes mineures, principalement de la part d'hôtesses de l'air et de copilotes issus de minorités, toutes précédemment rejetées par une direction complaisante de vieux réseaux de copains. Le récit était établi. Richard Moreau n'était pas une victime. C'était une relique d'une époque révolue de préjugés et de pouvoirs incontrôlés. Sa vie se désintégra. Sa femme, une femme qui avait construit son statut social sur le fait d'être l'épouse d'un commandant, fut humiliée. Le country club auquel ils appartenaient suggéra discrètement qu'ils démissionnent de leur adhésion. Ses amis, beaucoup d'entre eux des pilotes compagnons, prirent leur distance, craignant d'être entachés par association dans la nouvelle Air France Horizon de tolérance zéro. Il fut financièrement ruiné. Ses frais juridiques s'accumulèrent, et avec son revenu disparu et sa réputation détruite, il était inemployable. L'homme qui avait commandé un appareil de 100 tonnes se retrouva incapable de commander le respect d'un caissier à l'épicerie. Le karma, cependant, ne concernait pas seulement la destruction de Moreau. Il concernait aussi l'élévation d'autres personnes. Sophie Blanc fut convoquée au siège de Lyon.
Elle entra dans la réunion en s'attendant à une réprimande formelle pour avoir défié son commandant. Au lieu de cela, elle se retrouva assise en face d'une table de salle de conseil avec Laurent Delacroix et Amara. Delacroix était une figure intense et imposante, mais il lui parla avec un respect authentique. Madame Blanc, commença-t-il, ce que vous avez fait sur ce vol, défendre une passagère contre votre supérieur à risque personnel, c'est la vraie culture d'Air France Horizon. C'est la norme. Il lui offrit ensuite le poste de vice-présidente de la formation des services de cabine, une promotion massive. Sa première tâche était de superviser personnellement la conception et la mise en œuvre d'un nouveau programme obligatoire de résolution de conflits et de désescalade pour les 30 000 employés d'Air France Horizon, qui porterait le nom de l'initiative Blanc. Elle n'était plus juste une hôtesse de l'air. Elle était une dirigeante chargée de s'assurer que ce qui s'était passé sur le vol 821 ne se reproduirait plus jamais. Marc Dubois, le copilote, ne fut pas licencié. Son inaction fut notée, mais sa coopération ultérieure complète et honnête avec l'enquête fut appréciée. Il fut placé en congé administratif et tenu de compléter la première session de la nouvelle initiative Blanc. Il retourna au cockpit des mois plus tard, un homme changé, humble, plus conscient et déterminé à ne plus jamais être un spectateur silencieux de l'injustice. Air France Horizon resta cloué au sol pendant 72 heures complètes. Ce fut un mouvement sans précédent, financièrement dévastateur, qui devint une légende dans les écoles de commerce. Mais ça fonctionna. Quand les vols reprirent, le message était clair pour chaque employé. L'ancienne façon de faire était terminée. La compagnie était maintenant construite sur une fondation de respect, et le coût de la violation de cette fondation était absolu. Pour Moreau, le coup d'assommoir final vint 6 mois plus tard. La DGA s'est conclu son enquête. Sa licence de pilote ne fut pas seulement suspendue, elle fut définitivement révoquée. La raison citée était un manque démontré de jugement sain et de caractère moral requis pour détenir la confiance publique en tant que pilote de ligne. La nouvelle le trouva travaillant comme répartiteur pour une petite entreprise de camionnage local, gagnant 1/10 de son ancien salaire. Il était un fantôme avec un casque, acheminant des camions à travers la nuit. Un homme qui commandait autrefois les cieux, maintenant confiné à un bureau miteux éclairé par des néons. Il avait refusé de partager son petit morceau de ciel avec une adolescente. Et en retour, le karma lui avait retiré le ciel entier pour toujours. 1 an plus tard, la nouvelle Air France Horizon était presque méconnaissable par rapport à son ancienne version. L'action s'était non seulement redressée, mais avait grimpé à de nouveaux sommets. Les passagers, conquis par l'engagement dramatique et public de l'entreprise envers le respect des clients, étaient revenus en masse. La compagnie devint une étude de cas en transformation d'entreprise radicale. L'immobilisation, autrefois considérée comme un acte catastrophique d'autodestruction, était maintenant saluée comme un coup de maître de rebranding. L'initiative Blanc fut un succès retentissant. Sophie Blanc, maintenant une cadre respectée, avait révolutionné la formation de la compagnie, déplaçant l'accent des procédures rigides vers la résolution de problèmes empathiques. Air France Horizon devint connu pour avoir les équipages de cabine les mieux formés et les plus autonomes de l'industrie. Amara Diallo choisit de ne pas s'effacer en arrière-plan. Profondément affectée par son expérience, elle reporta son admission à l'université d'1 an. Avec le soutien total de son père, elle établit la Fondation Horizon, une branche à but non lucratif de la compagnie dédiée à fournir des bourses et une formation au pilotage pour les pilotes et professionnels de l'aviation aspirants issus de communautés sous-représentées. Elle voulait s'assurer que l'avenir de l'aviation ressemble davantage aux passagers qu'elle sert. L'histoire se termine dans un hangar d'Air France Horizon à Marseille où la Fondation célèbre sa première promotion de boursiers. C'est un groupe diversifié et brillant de jeunes hommes et femmes, leurs visages rayonnant d'espoir. Tout debout devant un Boeing 787 flambant neuf. Amara, maintenant âgée de 18 ans, se tient à un podium s'adressant à la foule de nouveaux étudiants, de familles et de médias. Elle n'est plus la fille anonyme en sweat à capuche, mais elle n'a pas adopté la personnalité rigide d'une héritière d'entreprise non plus. Elle est posée, sa voix remplie d'une passion tranquille qui commande l'attention. Il y a 1 an, commence-t-elle, dans un avion comme celui-ci, un homme a tracé une ligne. Il a décidé qui appartenait et qui n'appartenait pas. Il a décidé que son pouvoir lui donnait le droit de juger, d'exclure et d'humilier. Il pensait défendre son monde. Mais son monde était petit, il était fragile, et il était construit sur la peur. Ce qu'il n'a pas compris, c'est que le ciel n'appartient à aucune personne. Il appartient à tout le monde. C'est le grand connecteur, le lieu des possibilités infinies. Elle fait un geste vers les aspirants pilotes derrière elle. Le vrai pouvoir n'est pas d'empêcher les gens d'entrer, c'est d'élever les gens. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous ne lançons pas seulement des carrières. Nous lançons une nouvelle idée de ce que signifie s'élever ensemble.
Alors que les applaudissements résonnent à travers le hangar caverneux, la caméra trouve un dernier plan distant. Un reportage d'information locale passe sur une petite télévision poussiéreuse dans la salle de pause d'un dépôt de camionnage. Il montre Amara au podium, une jeune leader confiante. Un homme en uniforme graisseux regarde l'écran un moment. C'est Richard Moreau. Il paraît plus vieux, son visage gravé d'amertume et de regret. Il voit le monde qui a continué sans lui, l'industrie qu'il aimait maintenant façonnée par la jeune fille même qu'il avait tenté de rejeter. Il ne dit pas un mot. Il se détourne simplement de l'écran, ramasse son casque et disparaît dans le bourdonnement anonyme de sa nouvelle vie, à jamais cloué au sol. Le monde s'était élevé, le laissant loin, très loin en dessous.